Alors nous allons poursuivre notre discussion, mais cette fois-ci à 5 voix avec 5 nouveaux invités pour continuer à parler de la planification, de l'évitement, de la réduction et de la compensation. Je vais maintenant appeler à me rejoindre Ronan Dantec, sénateur de la Loire-Atlantique, également vice-président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Bienvenue à vous. Loïc Marion, président du Conseil national de la protection de la nature, qui nous rejoint également. Mathieu Cellier, copilote du GT Biodiversité du CERF, mais également responsable environnement de la direction du développement France chez EDF Renouvelables. Estelle Dlouly-Morel, qui est responsable de projet et membre du bureau de la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs. Bienvenue à vous également. Et j'appelle pour finir Nicolas Hoth, directeur du développement du groupe en charge de la stratégie, de la RSE et des affaires publiques chez Elmi, qui est une PME indépendante, entreprise à mission également, vous y reviendrez, et spécialisée exclusivement dans les énergies renouvelables. Bienvenue à vous. Alors, je vous propose pour démarrer une présentation rapide des uns et des autres, et de vos rôles respectifs, bien évidemment. Ronan Dantec, sénateur de la Loire-Atlantique, vice-président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Donc, bien évidemment, à vos fonctions, vous jouez un rôle clé. Merci d'abord d'être avec nous. Et si j'ai bien compris, vous êtes très heureux d'être là et vous avez envie de débattre. C'est ce que vous m'avez dit, d'écouter, de débattre. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, bienvenue à vous. Vous êtes sur le bon plateau. On vous donnera la parole. Loïc Marion, vous êtes président du Conseil national de la protection de la nature. Est-ce que, très rapidement, vous pouvez nous préciser le rôle et le mode d'intervention du CNPN ? Le CNPN a été créé en 1946, à une époque au sortir de la guerre où on ne se posait pas ces questions. Et donc, c'est important, effectivement, de signaler cette date-là. Il a été renforcé par la loi de biodiversité et des paysages. Il faut associer aussi les deux. En 2016, qui a renforcé son action en le rendant indépendant et constitué de scientifiques, d'experts sur la biodiversité. Il n'est saisi que sur une partie des espèces les plus menacées, donc pas toutes les espèces protégées, encore moins pour toute la biodiversité. Il faut que les espèces soient en danger critique d'extinction ou quelques-unes vulnérables. Donc des petites catégories par rapport à la biodiversité. Ça représente à peu près 5% des espèces protégées. Et encore, il faut qu'il y ait un impact avéré sur le projet pour que ça arrive effectivement au CNPN ou aux conseils régionaux du patrimoine naturel. Mathieu Cellier, vous êtes copilote, je l'ai dit, de la cellule ou du groupe biodiversité au sein du CERF, mais vous êtes également, vous avez un rôle précis au sein d'EDF Renouvelables. Je vous laisse vous présenter. Oui, merci, bonjour à tous. Donc, je suis très content déjà de pouvoir témoigner en tant que développeur aujourd'hui. Ce n'est pas forcément simple, et surtout en tant qu'environnementaliste chez un développeur, parce que je pense que le monde et les pratiques ont bien changé ces dernières années. Et aujourd'hui, on donne la parole à des environnementalistes, là où hier, ce n'était pas encore le cas ni possible. D'autant plus, et je pense qu'on va probablement en parler un tout petit peu, et c'est d'ailleurs représentatif, je pense, quand même de la filière, c'est que en tant qu'environnementaliste, on vient du bureau d'études, on vient du monde des associations aussi. Et ça, c'est important de dire que la filière se transforme aussi avec l'acquisition de cette expertise-là. Donc chez EDF Renouvelables, effectivement, donc j'interviens au sein de la direction du développement. La direction du développement, comme dans d'autres groupes, c'est celle qui essaye de trouver des sites avec le moins d'enjeux possible, on va en reparler, de partir de ces pistes de développement, de les transformer en projets, et puis de les déposer et d'obtenir des autorisations purgées de tout recours. Au sein d'EDF Renouvelables, nous sommes 170 personnes aujourd'hui au développement. Un tiers de ces effectifs-là, c'est de l'expertise. En environnement, nous sommes une trentaine aujourd'hui en tout dans le groupe en France. C'est une quinzaine de personnes au développement. Mais aussi en dialogue territorial. Ça a été évoqué juste avant, l'importance du dialogue territorial, de la concertation, de savoir écouter. Et ça, on a des équipes pas seulement informer. dédiées qui
qui nous aide aussi à prendre en compte cet aspect-là, et c'est extrêmement important. Mais aussi également sur les thématiques de l'agriculture. C'est un petit peu nouveau aussi pour la filière quand on parle d'agrivoltaïsme, évidemment, et puis sur d'autres thématiques. En tant qu'environnementaliste, avec mon équipe, notre rôle majeur, c'est de trouver la meilleure solution d'intégration environnementale des projets. Alors quand on dit des choses comme ça paraît assez facile, assez beau, on va rentrer dans le détail tout à l'heure, mais notre cœur de mission, c'est bien ça. C'est bien celle-ci. Et ensuite, une fois qu'on obtient des autorisations, on passe sur d'autres directions chez nous, donc en construction, en exploitation. Et là aussi, il y a des équipes d'environnementalistes qui vont, eux, être chargés de s'assurer que les mesures, que tout l'ensemble de nos engagements sont bien mises en place. Qu'elles sont appliquées. Il y a une surveillance, il y a un contrôle qui est fait. En tout cas, on est organisé comme ça. Et le but du jeu, ça va être, de l'exercice, ça va être aussi de savoir adapter à la réalité des impacts, parce qu'il peut y avoir des différences, il peut y avoir des évolutions, évidemment, dans le temps, qu'on parle de 30 ans d'exploitation. Donc ça, c'est important. C'est à peu près une centaine de parcs éoliens, 70 parcs PV, donc tout autant de suivis environnementaux. Ça commence à être assez important, je pense, en tout cas, ma perception en termes de retour d'expérience. Et puis effectivement un rôle auprès du CER en tant que copilote du GT Biodiversité. Vous avez une double casquette. Voilà, c'est intéressant. D'une part parce que ça permet cette vision d'ensemble, cette vision filière, de savoir aussi si des fois vous là, est-ce qu'on fait moins, est-ce qu'on fait plus, ou est-ce qu'on fait pareil, est-ce que c'est représentatif de ce qui se passe à l'échelle de la filière. Et puis ça permet aussi de pouvoir apporter une vision extrêmement concrète, locale du terrain, au CER, mais aussi avec l'ensemble des acteurs avec lesquels on intervient, l'OFB évidemment, l'ADEME, les ministères, les académiques. Voilà. Je vais passer la parole à Estelle Loulis-Morel. Vous représentez aujourd'hui les commissaires enquêteurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le rôle d'un commissaire enquêteur ? Oui, tout d'abord, merci pour votre invitation. Je suis contente aussi d'être là pour faire la promotion de l'enquête publique, parfois mal aimée. Donc, alors, j'ai discuté avec mon voisin, donc qui ne connaissait pas l'enquête publique et la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, donc je vais faire un bref rappel. Bien sûr. En fait, nous sommes une association qui a bientôt 40 ans, en 2026, et donc nous fédérons 43 compagnies territoriales, et ces compagnies territoriales regroupent la quasi-totalité des commissaires enquêteurs, soit à peu près 3000 commissaires enquêteurs en France. Donc, quel est le rôle du commissaire enquêteur ? En fait, il intervient dans ce qu'on appelle la phase de participation du public amont, c'est l'enquête publique. Et donc, il est chargé, lorsque le projet est prêt à obtenir ses autorisations, de recueillir les avis du public et les avis des parties prenantes sur le projet, de faire la synthèse de toute cette participation du public, de recueillir l'avis du porteur de projet et à la fin de donner aussi un avis sur le projet. Alors donc la participation du public nécessite une coordination étroite avec les autorités qui organisent et le porteur de projet parce que, par exemple, il faut multiplier les opérations de publicité pour que le public participe nombreux. Il faut peut-être organiser des réunions publiques et surtout, il faut aider le public, alors tout en restant neutre et indépendant, à s'approprier les dossiers qui parfois sont très, très techniques. Donc, on a parlé tout à l'heure effectivement du souhait du porteur de projet d'apporter la preuve qu'il n'y a pas d'impact avec des études scientifiques. Donc, c'est souvent pour le citoyen lambda difficile de rentrer dans les dossiers. Donc, il a des questions concrètes sur son environnement, sur l'impact sur son territoire. Et on doit l'aider à retrouver les informations dans les volumineux dossiers d'enquête publique. Voilà. Très bien. Nicolas Hott, est-ce que vous pouvez nous présenter Elmi et surtout comment se positionne votre PME dans l'écosystème de l'énergie ? Alors Elmi, c'est une PME lyonnaise, on est 180 personnes et on se définit comme un énergéticien parce qu'on est présent sur toute la chaîne de valeur. On est également entreprise à mission depuis un an et j'y reviendrai. Donc, quand je dis qu'on est un énergéticien et qu'on a une vision globale de tout l'enjeu énergétique, c'est qu'on est
à la fois développeur de moyens de production renouvelables, donc on est focalisé, nous, sur le photovoltaïque. On est aussi un agrégateur, on agrège de la production éolienne, hydraulique, photovoltaïque, d'autres producteurs qu'on utilise pour gérer tout l'approvisionnement de nos consommateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Donc on a cette vision un peu globale. Et on essaie d'avoir aussi une vision globale au-delà de l'enjeu de la transition énergétique. Et j'aime souvent parler plutôt de la transition écologique du secteur de l'énergie. Et ça, on l'a fait en inscrivant dans notre statut d'entreprise à mission une raison d'être qui explicite pleinement l'enjeu de fédérer une transition écologique et pas simplement une transition énergétique, alors que notre rôle concret dans la société est bien d'être un acteur du monde de l'énergie. On n'est pas un acteur de la restauration de la biodiversité ou un acteur des transports ou un acteur du monde maritime. Et on l'a fait en sous-jacent avec l'idée, il faut que cette transition écologique, elle soit juste, bien évidemment, pour l'homme, par rapport aux enjeux climat et aux enjeux biodiversité, mais aussi par rapport aux enjeux liés à la nature, les enjeux de la nature. Et ça, pas du tout par une posture militante, mais simplement par un constat d'ingénieur, où en tant qu'ingénieur, on essaie d'écouter ce que nous dit la science. On parle effectivement beaucoup du GIEC. On commence un peu à parler un peu plus de l'IPBES. D'ailleurs, on voit bien qu'entre la COP 16 et la COP 29, il y a 13 années de décalage dans la prise en compte de ces enjeux. Mais les deux institutions et l'ensemble des scientifiques de ces deux institutions ont, il y a quelques années, établi un rapport très intéressant qui explicitait pleinement l'intrication des deux enjeux, biodiversité et réduction, lutte contre le réchauffement climatique, réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dit autrement, il n'est pas totalement nécessaire de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'aller à la neutralité carbone pour que la biodiversité puisse être préservée, que le vivant puisse être préservé à la surface de la planète. Mais il est aussi strictement nécessaire de restaurer la biodiversité pour réduire et atteindre cette neutralité carbone. D'ailleurs, le GIEC lui-même, dans son 6e rapport sur l'adaptation, le mentionnait parfaitement. Parmi les 5 premiers leviers de décarbonation à l'horizon 2030, à côté de l'éolien et du photovoltaïque, il y en a 3 qui se réfèrent à des enjeux de biodiversité. Arrêter le changement d'affectation des sols, augmenter le stockage carbone dans les terres agricoles par notamment des mesures d'agroforesterie et restaurer la biodiversité. Donc c'est un des bataillons de la grande armée qui doit tous nous emmener vis-à-vis de la neutralité carbone. Et quelque part, c'est ce qu'on essaye d'intégrer. Et donc, sans le savoir, on a aussi intégré quelque part, pour reprendre l'image de la table ronde précédente, on est un ensemble de nageurs qui n'a pas de ligne d'eau. On s'est tout de suite considéré comme étant dans l'intégralité du bassin, en essayant toujours d'avoir cette vision globale, et on y reviendra plus tard, mais qu'on essaie justement de mettre en œuvre dans notre développement. Bien, maintenant que les présentations sont faites, j'ai envie de dire, on va partager les constats que vous faites sur le terrain. On va vous repasser le micro, Loïc Marion. D'ailleurs, il y a plusieurs micros, n'hésitez pas à vous en emparer pour que ce soit peut-être plus simple pour échanger. Évidemment, on va parler du principe ERC, on va commencer par le E. Je voudrais que vous nous parliez justement des constats que vous faites en matière d'évitement. Quel constat est-ce que vous faites sur le terrain ? Le représentant du ministère, oui, tout à l'heure, a dit effectivement que c'était le principal problème. L'OFB également, l'ADEME aussi. Et donc, je m'inscris tout à fait dans ces propos-là. Nous, on constate que les projets, malheureusement, qui arrivent au CNPN ou CSRPN arrivent en fin de course. Oui. Quand le choix du site a déjà été arrêté pour diverses raisons, notamment techniques, financières, de disponibilité foncière notamment, et lorsque le CNPN donne un avis en disant « oui, mais quand on regarde les espèces à fort enjeu menacées, il y a un gros problème sur votre dossier, vous n'avez pas réellement évité ce secteur-là. Et donc, c'est mal perçu parce qu'évidemment, ça remet en cause tout le travail fort coûteux et en argent et en temps sur ce dossier. Et on l'a dit, ça arrive parfois plusieurs années après au niveau du CNPN ou du CSNPN. Donc, il y a des pistes
partielle pour remonter effectivement, Pierre-Édouard Guillain l'a dit, du ministère de l'ADEB au niveau des DUP, ce qui va entraîner un travail supplémentaire d'ailleurs de ces instances, du CNPN ou du CSRPN, mais ça ne concernera pas tous les dossiers. Et ce problème d'évitement reste effectivement majeur. D'autant plus que, et c'est un constat, les réductions, il y a un gros effort qui est fait aussi pour atténuer en principe les effets, notamment sur l'éolien, mais la compensation est extrêmement difficile et en mer, elle est impossible. Il faut bien avoir l'idée qu'au niveau de la mer, de l'impact effectivement des parcs industriels en mer, on a commis une autosaisine au niveau du CNPN en 1921 où on a analysé effectivement tous les impacts en fonction des connaissances de la biographie. Et l'impact majeur, ce sont sur les oiseaux et sur les chauves-souris, même en mer. Et donc là, la compensation à la fois d'une perte d'habitat, parce que soit des espèces évitent les parcs, mais elles perdent effectivement une zone d'alimentation ou de repos importante, et d'autre part, effectivement, quand elles franchissent le parc, il peut y avoir des mortalités importantes. Le problème, c'est qu'on ne connaît rien sur la mortalité en mer. Les cadavres tombent en mer et il n'y a pas de suivi. Alors vous parlez de l'éolien en mer. J'aimerais qu'on parle juste un instant du photovoltaïque. Je sais que le CNPN a émis des réserves. Quels sont vos principaux points d'attention sur le sujet ? Oui, alors je ne voudrais pas faire croire que le CNPN se focalise sur les ENR. C'est pas forcément sa tasse de thé. Je vous rappelle 2 chiffres. Les dossiers ENR représentent simplement 1/5 des dossiers qui passent au CNPN. Et en ce qui concerne les autosaisines, puisque le CNPN a la possibilité d'autosaisir sur des dossiers un peu majeurs qui ne lui sont pas donc soumis au cas par cas, il n'y en a eu que 2. L'une sur l'offshore, je l'ai citée en 2021, pardon, et l'autre, effectivement, qui vient de sortir il y a quelques semaines sur le photovoltaïque. Le photovoltaïque, par rapport à l'éolien, alors j'ai dit qu'au l'éolien en mer, on ne connaît pas la mortalité réelle, ce n'est que des suppositions théoriques qui fixent la mortalité à 1%, personne n'y croit. Et tant qu'il n'y aura pas de dispositif concret pour mesurer effectivement cette mortalité, le débat tournera en rond. Y compris évidemment sur la compensation, parce qu'on ne connaît pas la mortalité réelle. Pour l'éolien terrestre, on connaît déjà beaucoup plus de choses. Oui. Et notamment sur les chauves-souris, l'impact peut être très important. Il est très variable selon les parcs et selon les régions. Pour le photovoltaïque, on connaît encore moins de données. Par rapport à ça, on se pose la question depuis peu de temps. Il y a quand même des publications. On en a trouvé à peu près 19 sérieuses qui sont publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture. On commence un peu effectivement à s'inquiéter. C'est plus une question souvent de perte d'habitat, oui, qui est doublée en fait par les obligations réelles de lutte contre l'incendie, qui obligent effectivement les porteurs de projets à entourer leur installation de à peu près 50 à 100 mètres. Souvent, ça double la superficie occupée par les panneaux. C'est assez nouveau, hein, c'est récent, ça date de la loi de 2024, de mars 2024. Et il y a aussi le problème des clôtures qui sont obligatoires pour des raisons de sécurité. Et là, il y a un impact à la fois de choc vis-à-vis de mortalité qui peut intervenir notamment sur les chauves-souris ou sur les oiseaux, mais aussi une perte d'habitat net parce que les animaux, en particulier les plus grands, ne peuvent pas, sauf les oiseaux évidemment, ne peuvent pas pénétrer dans les parcs. Je voudrais qu'on vous passe la parole, Estelle Joly-Morel. Je voudrais qu'on revienne juste un instant sur un élément réglementaire dont on a parlé sur la première table ronde. La loi Industrie verte, elle a instauré une nouvelle procédure sur la consultation du public qui est en place seulement depuis même pas un mois, hein, ça date du 22 octobre. On en a parlé. De votre point de vue et dans les faits, qu'est-ce que ça va changer pour vous, les commissaires enquêteurs ? Je pense que ça va changer beaucoup de choses, hein, y compris pour les porteurs de projets et toutes les parties prenantes. En fait, cette partie-là de la loi Industrie verte, elle est faite pour que les procédures administratives aillent plus vite et accélérer en fait cette partie-là des dossiers.
Alors, la nouvelle procédure va durer 3 mois et en fait, l'instruction des dossiers va se faire en même temps que la participation du public. Donc, en fait, le public aura plus de temps pour participer. Dans une enquête publique classique, il a 30 jours. Alors que là, il va participer pendant 3 mois et le dossier on va dire, de cette phase de consultation va se construire petit à petit pendant les 3 mois. Le porteur de projet verra en direct en fait les observations du public et pourra éventuellement répondre directement. Donc il y aura aussi 2 réunions publiques obligatoires, une en début de projet et une à la fin. Et du coup, le rôle du commissaire enquêteur va être accru. Ça va devenir un peu un chef d'orchestre. Et surtout, il y aura besoin d'une grande coordination entre l'ensemble des acteurs, que ce soit les services instructeurs, le porteur de projet et le commissaire enquêteur. Alors, la seule chose, c'est que dorénavant, l'avis de l'autorité environnementale arrivera plutôt à la fin de ces 3 mois. Et donc, la phase de consultation du public et d'instruction va commencer sans ce précieux document. Alors, toujours en lien avec la première table ronde, je voudrais qu'on revienne sur l'observatoire auquel vous avez participé avec l'ADEME pour les commissaires enquêteurs. Qu'est-ce que vous avez analysé de toutes les données que vous avez incrémentées dans l'observatoire ? Alors, ça rejoint les préoccupations d'étapes précédentes. Il y a un problème de données. On entend plein de choses sur l'enquête publique, ça ne sert à rien, les avis sont tout le temps favorables, sont tout le temps défavorables, etc. Donc, nous avons souhaité analyser les données pour voir ce qu'on pouvait en tirer. Et donc pour l'éolien terrestre. Donc en fait, nous avons eu de grandes difficultés effectivement à accéder aux données. Et donc nous avons analysé une 40aine de dossiers dont les décisions d'autorisation ou de refus étaient arrivées en 2021-2022, parce qu'on a fait ce travail l'an dernier pour publier notre rapport en 2024. Donc, qu'avons-nous observé sur cet échantillon ? Je dis bien que c'est un échantillon. Alors, la majorité du public est défavorable au projet éolien terrestre. Et donc, le commissaire enquêteur aussi. Les arguments développés sont très orientés autour de l'avifaune et de l'environnement. Pour le commissaire enquêteur et le public. Par contre, pour l'autorité qui a pris la décision, le préfet, c'est souvent, les motifs sont refus pour des aspects plutôt de paysage. On s'aperçoit que 70% des dossiers ont fini en contentieux et que la totalité des refus ont été annulés par les tribunaux administratifs. Très bien. Donc voilà. Donc, ce qu'on en tire, on en tire qu'il y a une discordance entre l'avis du public et les décisions prises, ça c'est clair, et que l'enquête publique a quand même un rôle de baromètre social très très important, parce que en fait, c'est un outil qui peut être utile aux porteurs de projets pour mesurer l'appropriation sociale et les éléments remontés par le public. C'est aussi utile au public pour voir un peu la façon dont ont été prises ces observations par le porteur de projet. C'est utile aussi, bien sûr, pour l'autorité qui va prendre la décision et le tribunal administratif. Donc voilà. Donc nous, on va continuer ce travail parce que et l'étendre aux autres procédés d'énergie renouvelable, pas s'arrêter à l'éolien terrestre. Et ça nous a questionné aussi, on en a parlé tout à l'heure, sur les impacts cumulés. Parce qu'en fait, les projets ils sont pris de manière individuelle, alors que un citoyen dans son territoire, il n'est pas forcément au courant de tous les projets qu'il y a autour de lui. Et donc, on a décidé de mettre aussi en place un annuaire des projets et des procédures. Et donc, sur notre site, en fait, on va trouver la liste de toutes les enquêtes publiques et procédures de participation du public qui auront lieu, qui permettront aux citoyens de voir un peu ce qui se passe autour de lui. Et sur ce principe ERC, est-ce que vous constatez des choses ? Est-ce que vous voulez nous en faire part assez rapidement? Oui, très rapidement. En fait, nous, en tant que commissaire enquêteur,
On a à la fois les avis, je dirais, profanes des citoyens, mais c'est des gens qui habitent dans le territoire et ils ont l'habitude de se promener, etc. On a l'avis des autorités environnementales, les études qui ont été faites par le porteur de projet. On doit un peu naviguer dans tout cela. Et dans nos enquêtes, on fait la chasse un peu aux mesures gadgets d'éviter. Hein. Et c'est sûr que, ça ne concerne peut-être pas, mais par exemple, nous dire, ça y est, on a évité parce qu'on a mis des vitres anti-collision sur notre bâtiment, bon, ce n'est pas satisfaisant. C'est ce que vous appelez une mesure gadget. Oui, voilà. Très bien. Ou les fausses bonnes idées, voilà. Et sur le sujet de la compensation, est-ce que vous avez une crainte à partager ? Oui, alors on nous propose souvent des mesures de compensation dans l'enquête publique. La difficulté pour le public, c'est qu'à la fin de l'enquête, la séquence est terminée. Le public n'est pas toujours informé des décisions qui sont prises et pas du tout informé dans un projet du suivi des mesures prises. Mmh. Donc, moi, par exemple, j'ai vu des mesures de compensation qui étaient proposées autour d'un terrain. Donc, ce n'était pas une ENR, hein, c'était un site industriel. Et puis, quelques années après, en fait, le site s'agrandit et pof, sur les mesures de terrain prévues pour les mesures de compensation. Donc, voilà, c'est des choses... des choses Donc, nous, on milite pour qu'il y ait un vrai mise à disposition du public des enjeux du projet, les mesures, les observations qui ont été faites, le rapport du commissaire enquêteur, la décision qui est prise, et puis après, pendant toute la durée de vie de projet, son évolution, le suivi des mesures de compensation pour vraiment mesurer l'efficacité et l'effectivité des mesures prises. À ce stade de la discussion, est-ce que vous voulez réagir, peut-être l'un ou l'autre, sur le sujet de la compensation ou autre ? Et puis, on donnera la parole, évidemment, à Mathieu Sellier et Nicolas Haute juste après. Sur la compensation, en fait, la plupart des études qui sont faites, aussi bien en France qu'à l'étranger, le Muséum en a fait plusieurs, on s'aperçoit effectivement que ça ne marche pas. Très peu. Ça dépend des sujets, mais notamment en particulier sur l'éolien offshore, je l'ai cité. On ne voit pas comment on peut compenser des pertes d'habitat et surtout de mortalité en mer. Certes, il y a du suivi, mais le suivi n'est pas une compensation. Il ne faut pas confondre les deux. Et un simple exemple au niveau ne serait-ce que du chiffrage de l'impact lui-même, autant les porteurs de projets en éolien terrestre et en photovoltaïque font un effort pour éviter quasiment systématiquement les zones Natura 2000. Mmh. Pas toujours les ZNEF, les zones d'intérêt faunistique et floristique, mais notamment celles de type 2. Mais en tout cas, ils font un effort pour éviter, parce qu'ils savent que ça ne va pas passer au niveau du CNPN ou du CSRPN. Au niveau de la mer, j'ai dit que le CNPT est indépendant, notamment du ministère, même si on y est rattaché. On le dit, on le répète, et je corrige un peu le côté optimiste de ma collègue Surfrider. L'État a quand même maintenu 3 parcs en projet dans des zones Natura 2000, ce qui pose quand même un gros problème puisque l'analyse des impacts ne pourra intervenir qu'in fine par les porteurs eux-mêmes qui sont prisonniers de ces zones définies par le ministère. Et là, il va y avoir un gros risque de contentieux juridique par rapport à l'application des directives européennes. Il faut savoir que ces zones Natura 2000 en mer ont été déterminées par le ministère lui-même pendant pratiquement 10 ans à 15 ans d'études. Ce sont les hotspots de biodiversité sur ce milieu marin, et mettre des parcs industriels, effectivement, éoliens sur ces zones-là, c'est vraiment prendre un très haut risque. Et ce qui n'existe pratiquement pas, je l'ai dit, en zone terrestre. Donc là, le ministère, effectivement, lui-même n'a pas trop joué le jeu par rapport à ça, et on tire, nous, la sonnette d'alarme par rapport à ça, et notamment lorsque les contentieux vont arriver. Ronan Dantec. Oui, moi je suis ravi d'intervenir ce matin. Je n'étais pas venu depuis un moment sur un des débats du SER, je salue Jean-Louis, mais j'ai quand même le sentiment, je vais essayer d'élargir un peu le débat. Alors certes, on a une PPE dont le CER a communiqué dessus en disant que c'était pas si mal. Je crains que ce soit un peu comme la lumière des étoiles. Ça brille encore,
mais le monde a changé. Moi, ce que j'entends dans les couloirs aujourd'hui, c'est qu'on a un énorme problème avec la production en cloche du photovoltaïque, on ne sait plus quoi en faire. On est quand même en défensif. Ce qui est devant nous, c'est une remise en cause du développement des énergies renouvelables en France. Ça, j'en suis absolument persuadé. Et on aura l'occasion d'en parler pendant le repas du midi. Est-ce que la biodiversité va être un élément central de cette remise en cause ? Moi, je pense que c'est une des questions qui est sur la table. Le nucléaire a le vent dans les voiles depuis le discours de Belfort, c'est très clair. La demande d'électricité n'augmente pas à la vitesse des scénarios. Donc, la concurrence, on voit bien comment elle est en train de se réorganiser en France. Je parle bien de la France, qui est un espèce d'îlot à part dans le système électrique européen, mais là, je ne vous apprends rien. Donc, la question, et moi je suis ravi du thème du matin, elle n'est pas comment le renouvelable va limiter la casse en termes de biodiversité. Parce que dès qu'on dit on limite la casse, il y a un peu de casse et vous êtes en défensif. La question, c'est est-ce que, clairement, on dit le développement du renouvelable amène à un gain net en termes de biodiversité ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est un élément de la reconquête ? C'est ça qui est sur la table aujourd'hui. Et ça veut dire qu'on... Alors, c'est pas en une heure de débat qu'on va le régler, mais on va quand même laisser réagir Mathieu Sellier pour le CER. Mais moi, je veux vraiment qu'on discute de ça. Je suis allé dans ce sens-là. Il ne vous avait pas échappé l'accord que j'avais passé avec Agnès Pannier-Runacher sur le partage de la valeur, oui. Qui avait un rôle d'abord de mobilisation des collectivités territoriales sur leur acceptation du développement du renouvelable. Moi, je parle plutôt du terrestre. Je laisserai le maritime à part. Je crois que la problématique est assez différente et on aura d'autres occasions d'y revenir. Moi, je parle vraiment du terrestre. Sur le terrestre, donc, on a cet accord sur le partage de la valeur, porté par le Sénat, y compris par la droite sénatoriale et mon collègue Didier Mandelli. Je rajoute, ça c'est vraiment le deal que je passe avec la ministre, les 15% pour la biodiversité et très spécifiquement pour les programmes nationaux d'espèces, donc sur les espèces liste rouge UICN. On n'a pas les décrets. Ça fait maintenant plus d'1 an. Le décret... les derniers propos des ministères, c'est les décrets sont dans les limbes. Et effectivement, on a eu un peu de dissolution, c'est un peu déstabilisé politiquement, je ne vous apprends rien non plus. Moi, j'ai une vraie question à voir avec vous. Est-ce que vous continuez à défendre ça ? Parce qu'en fait, vous payez. Derrière, c'est quand même des sous que vous allez pas mettre sur votre CAPEX, mais plutôt sur les collectivités et les PNA. Ou est-ce que vous voulez pas trop y aller quand même en termes de marge, vous êtes quand même des industriels, vous êtes là pour faire du bénéfice. Moi, je veux vraiment qu'on regarde les modèles, y compris les modèles photovoltaïques mixtes qui produisent à la fois de l'électricité et de la biodiversité. Donc j'ai bien entendu ce que dit Loïc. Moi, je suis très sensible aussi à cette question de rupture des corridors, de fragmentation par le clôturage. On a toutes ces questions-là. Est-ce qu'on produit aussi de la biomasse, donc de la biodiversité sur les champs photovoltaïques? Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher? Est-ce que ça coûte trop cher? Est-ce que c'est infaisable? Moi, je pense qu'on a un enjeu d'approche purement économique. Je ne suis pas un poète. Purement économique de cette question, sur le fait de savoir si... Est-ce que demain, vous vendez des certificats de biodiversité dans les champs photovoltaïques? Je suis un peu provoquant en le disant, mais je pense qu'on a vraiment besoin de mettre sur la table aujourd'hui des projets et des flux financiers, les deux sont un peu différents, qui correspondent au fait de démontrer que le développement du renouvelable crée un gain de biodiversité. Parce que sinon, dans le contexte tel qu'il se dessine en France, je vois bien les tenants d'une autre forme de production d'électricité dire « nous, on prend un petit espace ». Certes, on est un peu obligé de faire un trou pour nos déchets, mais c'est sur le long terme. Et dire, et vous voyez bien, le renouvelable, c'est pas bon pour la biodiversité, ça marche pas en termes de régulation du réseau,
Donc on revient au monde d'avant. La question qui est sur la table aujourd'hui, c'est le retour au monde d'avant. Donc, on ne va pas conclure le débat, mais je suis venu là pour qu'on se donne peut-être un cadre pour l'approfondir. Comment fait-on, soit par le modèle même, notamment des parcs photovoltaïques, ou par les flux financiers générés, type partage de la valeur et financement des PNA, c'est-à-dire que c'est les parcs éoliens onshore qui pourraient sauver le GECO à couvert de la Réunion. Comment on fait pour bouger les termes du débat à un moment où on revient à quelque chose de très défensif sur l'avenir du renouvelable. Je vous propose qu'on écoute justement les réponses de Mathieu Sellier pour le CER et pour EDF Renouvelable, mais également de Nicolas Hott pour Elmi. Alors, est-ce que la filière est prête à créer du gain de biodiversité ? Je pense que évidemment, je pense que on le montre déjà, en fait. Parce que pour protéger la biodiversité, il faut la connaître. Pour la connaître, il faut l'évaluer. Et pour l'évaluer, il faut aller sur le terrain et faire des diagnostics. Et il me semble que justement la filière ENR, depuis des années, a accumulé une masse considérable de données environnementales qui ont posé, il y a quelques années, le sujet de comment la profession pouvait aussi partager ces éléments de connaissance. Et il me semble qu'aujourd'hui, notamment avec certaines plateformes, Dépôt Bio, etc., on fournit un certain nombre de biodiversités qui peuvent permettre ensuite à l'ensemble de la chaîne d'acteurs d'agir pour cette conservation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je pense que j'en parlerai un petit peu tout à l'heure aussi, dans notre façon de déployer la démarche ERCA, oui. C'est qu'on fait évidemment, on fait du A, autant que faire se peut. C'est même très tôt qu'on se pose la question de faire de l'accompagnement. Ça va même en parallèle de l'évitement. En tout cas, j'y reviendrai tout à l'heure. Et le A, c'est aussi agir pour la protection de la biodiversité. Je ne dis pas que c'est une généralité, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire mieux, évidemment. Je pense qu'on est inscrit dans cette démarche. Et clairement, l'objectif du CER, c'est aussi d'aller plus loin. Mm-hmm. Donc oui, évidemment, le CER souhaite aller bien plus loin et donc est tout à fait favorable à ce nouveau mécanisme. On est très dans... aujourd'hui, ça l'est un petit peu plus. C'est un peu plus ambigu que ça, quand même, sur votre soutien au partage de la valeur. Ouais. En tout cas, la position du CER aujourd'hui, c'est celle-ci. Voilà. Et d'ailleurs, on rejoint votre constat sur le fait que les décrets se font attendre. On a besoin d'avoir de la visibilité, on a besoin de donner de la visibilité aux différents acteurs. On a quelques questionnements, attention aussi complémentaires à cela, c'est que, et vous l'avez dit, il y a un enjeu à ce que on va dire l'enveloppe soit proportionnée quand même à la technologie. Il y a un enjeu derrière d'une forme quand même de pérennité, de viabilité aussi des projets. Il y a des différences peut-être entre l'éolien, entre photovoltaïque. Donc l'ampleur de l'investissement, en tout cas, se questionne, à mon sens légitimement. Le deuxième point, c'est qu'on attend également une transparence, évidemment, de l'affectation de ces fonds. On a besoin de savoir où ça va, pourquoi et avec qui. Ça, voilà. Et ça peut faire aussi l'objet de débats, mais on fait de l'accompagnement. Est-ce qu'il y a peut-être certaines mesures d'accompagnement qu'on fait historiquement ? Il y a peut-être certaines d'entre elles qui peuvent s'inscrire dans ce cadre-là. Est-ce que abonder ces fonds peuvent rentrer d'une manière ou d'une autre dans les mesures d'accompagnement d'un projet. Voilà, c'est aussi une question qu'on se pose et qu'on aimerait ouvrir. Je voudrais donner la parole à Nicolas Hott parce que je vous ai vu réagir à l'instant au propos de M. Dantec. Donc n'hésitez pas à nous faire part de votre vision, vous, PME, qui agissez sur le terrain. Oui. Ouais, alors je ne reviendrai pas sur la question de l'enjeu de l'équilibre consommation-production à court moyen terme. En revanche, sur le sujet de la biodiversité, effectivement, comme je le disais au début de mon propos, les énergies renouvelables
sont un des leviers majeurs pour lutter contre le réchauffement climatique, et la biodiversité ne pourra pas être sauvée sans atteindre la neutralité carbone. Ensuite, il y a un autre point, alors c'est peut-être pas sur toutes les énergies renouvelables, et moi je vais prendre celle qu'on connaît et qu'on pratique, le photovoltaïque. Des panneaux photovoltaïques sur un toit, sur une ombrière, sur un parking, sur un terrain pollué, pour le coup, mathématiquement, ils n'ont zéro impact sur la biodiversité. Et il faut bien voir que sur les 12 derniers mois, on s'est félicité d'un niveau de 4 gigawatts crête, un peu plus de 4 gigawatts crête installés. 75%, les 3/4, ce sont des installations en ombrière et en toiture. Et on sait, il y a des études, une étude de l'ADEME de 2016, une étude aussi publiée dans Nature en 2021, et aujourd'hui, il y a aussi l'outil développé par l'IGN et Citelia, France Potentiel Solaire, qui nous montre que de toute façon, là-dessus, on a un gisement de 200 à 300 gigawatts crête au moins, technique et économique pour développer les renouvelables. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément une réponse magique à effectivement peut-être l'utilisation de la biodiversité par les opposants aux ENR pour essayer de mettre un gros stop, mais il y a quand même un certain nombre de faisceaux. Et ensuite, y compris lorsqu'on est sur des projets au sol, alors moi je prends toujours notre exemple, nous, dans la méthodologie ERC, d'abord on s'attache au E. Et on évite, et déjà, des grands points, on évite de défricher, on évite sur les zones humides, non pas celles qui sont administrativement répertoriées, parce que comme ça a été dit sur un plein de sujets différents, l'enjeu c'est la donnée, et la donnée on en manque beaucoup, mais par systématiquement des prédiagnostics, donc qui ont un coût, mais qui sont des prédiagnostics, donc qui sont succincts, et même en amont de ça, par une cartographie pour éviter justement ces zones-là. Et on les évite pour différentes raisons. Un, parce qu'en les évitant, on s'évite justement la difficulté essayer de réduire l'impact et de compenser. Mais on le fait aussi, là aussi, pour des raisons, comme je le disais, on écoute la science, on la critique pas, on la justifie pas, on l'infirme pas, on l'écoute simplement en tant qu'ingénieur, et on essaye d'agir en fonction de ce cadre-là. Une forêt, c'est au bas mot 1 siècle, et plutôt 2 à 3 siècles dans le sud, pour que l'ensemble des services écosystémiques liés à la biodiversité d'une forêt soient retrouvés. Si on était dans un climat stable, si on avait le temps, on pourrait se le permettre. Sauf que la fenêtre d'opportunité justement pour espérer atteindre, être à peu près dans les clous de l'accord de Paris, va bientôt se refermer. De même sur l'enjeu des zones humides, et même des petites zones humides, et ça c'est un point aussi qu'on voit très bien, nous, dans notre développement du photovoltaïque, où on est plutôt, comme je vous l'ai dit, donc sur toiture ombrière et petits sols. On est très décentralisé, on est très proche des territoires, et les problématiques sont territoriales, les problématiques d'appropriation, les problématiques y compris de biodiversité. Et une zone humide à l'échelle d'un territoire, même si elle est petite, peut avoir un intérêt. Je prendrai le triste exemple des inondations de Valence. Oui. Ça n'est qu'une petite partie du territoire qui a été impacté par ces inondations dramatiques. Il n'y a pas un enjeu d'un impact majeur à l'échelle du pays. Donc l'état de la biodiversité et des enjeux forts comme tout ce qui est forêt et zones humides par rapport à l'ensemble des services écosystémiques, y compris hydriques. Et on sait que le réchauffement climatique, c'est des stress hydriques, mais c'est aussi des événements climatiques pluvieux trop importants par rapport à ce que notre société, nos infrastructures étaient habituées. Donc il y a un enjeu derrière. Donc il y a quand même un certain nombre de développements qui montrent qu'on n'est pas là. On a le gain de biodiversité, non pas parce qu'on met une centrale photovoltaïque ou un champ éolien offshore ou onshore. Je veux dire, c'est une infrastructure minérale, elle ne crée pas de la biodiversité. En revanche, c'est la transition énergétique qu'elle permet et la réduction des gaz à effet de serre qu'elle permet, qui, voilà, elle peut effectivement, elle est pour le coup nette en gain de biodiversité. Et enfin, l'enjeu du financement de la biodiversité, on peut l'avoir, effectivement, et ça, en tant qu'acteur, contribuer. Nous, typiquement, sur pas que les enjeux de biodiversité, mais aussi des enjeux de précarité, on contribue à verser une partie de notre chiffre d'affaires à ces missions-là. Mais on le fait de façon volontaire. Mais ce n'est pas lié à notre activité de fournisseur, d'agrégateur ou développeur. C'est lié plus à notre posture d'acteur dans la société et à la façon dont on voit l'équilibre de notre modèle économique.
Je vais vous laisser réagir dans un instant, mais avant ça, Mathieu Sellier, je voudrais qu'on revienne sur les lettres ERC. Alors, je sais que chez vous, chez EDF, c'est ERC. Alors, le E est au pluriel. Et il y a aussi la lettre A. Hein. Vous insistez sur ce sujet-là. Je voudrais que vous en parliez avant de laisser réagir Ronan Dantec. Alors, effectivement, la loi, le R122-5, la stratégie ERC, la démarche ERC, on parle de ERC. On parle de ERC. De temps en temps, on met entre parenthèses loi derrière. Bon. On s'inscrit dans cette démarche-là. J'aimerais, si j'ai un petit peu le temps... pas beaucoup, le temps file. Pas beaucoup. Alors, je vais aller extrêmement vite. Mais il me semble, pour faire un petit peu de synthèse, que l'évitement, c'est quand même une chose qui est difficile, notamment quand on parle de l'évitement amont. Alors, je complète. Difficile d'expliquer et d'étayer dans les dossiers d'études d'impact. Pourquoi ? Par exemple, chez EDF Renouvelables, évidemment, on a chez nous, en tout cas, on a une équipe de géomaticiens, on a des SIG qui permettent de recenser l'ensemble des zonages, des données de biodiversité, mais également l'ensemble des autres données concernant les autres thèmes, le paysage, etc. Nous avons donc les équipes qui sont en charge de rechercher des sites de potentiel de développement. On ne parle pas de projet à ce stade-là, on parle de poches, de potentialité. Viennent nous voir, viennent voir les environnementalistes et alors évidemment dans les cas où ils ont déjà ces informations, l'enjeu est quand même pas si simple que ça, parce que quand on sait que plus de la moitié de la France est recouverte par plus de 80% de zonage de protection de la biodiversité, et là je ne parle pas de la même chose concernant le paysage et des autres aspects, c'est pas facile. Donc il arrive quelquefois où ils viennent nous voir, où on dit, voilà, revois ta copie parce que de notre expérience, de notre capacité à pouvoir derrière éviter, réduire et éventuellement compenser de manière exceptionnelle, on ne va pas y aller. Par contre, dans la réalité des faits, c'est que du coup, ils passent des mois à revoir là où ils peuvent trouver des sites pour lesquels on pourrait investir en termes d'études environnementales. Et à ce stade-là, chez nous, en tout cas, il y a un go-no-go qui se fait. C'est-à-dire que c'est à partir de là où on va creuser la faisabilité. Et dans ce premier grand filtre, on a, en tout cas chez nous, déjà la moitié de ce qui arrive en termes de possibilités de développement, de pistes de développement, où on sait qu'ils ne vont pas arriver au bout. Et en fait, cette étape-là, où il y a de l'abandon, et en fait, il y a beaucoup d'abandon. Déjà, oui. Et ça c'est une partie de la réponse, en fait elle n'est pas visible. Et pour nous c'est difficile aussi de l'exprimer dans un dossier d'études d'impact. Ça c'est le premier point. Ensuite effectivement, on parle beaucoup d'évitement avant et c'est l'essentiel. Et on a probablement encore beaucoup d'efforts à faire, certainement. Ça j'en suis conscient. Mais l'évitement c'est un ensemble. Il y a de l'évitement géographique, c'est-à-dire qu'une fois on se dit, OK, j'ai évité les sites Natura 2000, j'ai évité évidemment les SNIEF, j'ai évité même des habitats hors zonage, mais qui relèvent en tout cas un potentiel de risque qui sera plus ou moins acceptable et maîtrisable, et qu'on a une poche de développement, et au regard de l'ensemble des autres thèmes, et bien là, on va faire les autres formes de l'évitement qui sont aussi réglementées, hein, c'est l'évitement géographique, donc on va encore éviter à l'intérieur, peut-être pas assez pour certains acteurs, probablement. La question qui se pose aussi, c'est, et je vais faire un raccourci, c'est en fonction des thèmes, en fonction de la biodiversité, en fonction des paysages, jusqu'où les acteurs sont capables d'accepter l'évitement amont, jusqu'où les acteurs acceptent qu'on puisse parler d'évitement géographique, d'évitement technique et de réduction, parce que le problème de fond, quand même, qu'on rencontre sur le terrain, quand on parle de planification, c'est qu'à la fin, à un moment donné, c'est le paysage qui va nécessiter plus de E. Et par contre, derrière, la biodiversité, peut-être, aura moins de E. Mais par contre, on va faire plus de R. Et potentiellement, effectivement, il y aura peut-être de la compensation. Mais ça reste très exceptionnel parce qu'on fait le A. Donc tout l'enjeu aussi, c'est du curseur. Et je pose vraiment la question, clairement, parce que ça, c'est un point méthodologique crucial dans le fond du dossier. On va vous écouter maintenant, Monsieur Dantec. Ouais, je vais continuer dans la provoque. Vous m'aviez prévenu, vous étiez venu pour débattre. Je suis venu chercher mes sous. Alors, c'est pas énormément de sous. Hein. Globalement, le partage de la valeur, c'est entre 1 et 2 euros du mégawatt produit pour la biodive. Si on se mettait d'accord là-dessus, et si derrière,
le groupe d'en face du nucléaire disait « moi je mets 3 », ça finirait par faire un peu de sous. Parce qu'on a besoin de beaucoup d'argent dans une logique aujourd'hui de restauration. Si on est en reconquête, on a besoin d'argent. Si on est en défensif, et la séquence éviter, réduire, compenser, c'est pour ça que moi je fais de moins en moins dans l'ERC, elle reste défensive. Elle reste défensive. Et je pense qu'elle ne correspond plus au moment. Et donc ça veut dire que la compensation, c'est beaucoup plus important qu'on ne le dit. Ça ne doit pas être le mot tabou, le truc qu'on cache en disant, comme l'a dit Loïc, je connais depuis longtemps, ça ne marche jamais. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Quand c'est mal fait, ça ne marche pas. Quand c'est bien fait, il y a des résultats. Par exemple, aujourd'hui, vous avez le retour de l'ibis chauve en France. Il n'y en a pas encore beaucoup. Il est encore de passage. Mais c'est nouveau. C'est quand même tout à fait nouveau. C'est typiquement de la compensation. Hein. Alors c'est vraiment, on a pris des œufs, on a amené les jeunes en ULM. C'est vraiment, il faut beaucoup d'argent pour faire ça. Mais je pense qu'on a un début de quelque chose. Je ne sais pas s'il nichera à Grandlieu, peut-être pas quand même. C'est pas son biotope, pas trop. Ah, on est d'accord. Donc on a besoin d'argent. Vraiment besoin d'argent. Ça c'est le premier point. Et je prends un exemple offshore. Et ça on en avait discuté avec EDF. Le puffin des Baléares, qui ne va pas très très bien, son premier problème, c'est la nidification. Il faut absolument préserver bien plus, et ça coûte cher, les sites de nidification. Et bien ça, c'est de la compensation. Typiquement, c'est de la compensation. Mais ça va coûter des sous. Hein. Mais si sur les parcs éoliens offshore français, on préserve les sites de nidification, mais qui ne sont pas français, ce qui nous pose des tas de problèmes de flux financiers. Et en fait, on manque d'approche holistique intégrée sur l'ensemble des dynamiques d'espèces. Ça, c'est un vrai problème qu'on a. Et ben, si on préserve vraiment les sites de nidification du puffin des Baléares, même s'il y en a un qui se cogne sur une éolienne, pour l'espèce, c'est mieux. Alors, je sais bien qu'il y a un débat entre éco et pathos. Je perds généralement une partie des naturalistes à la fin du débat. Mais cette question-là, de quels moyens financiers on peut mettre aujourd'hui sur une approche vraiment holistique, intégrée et en lien donc avec plutôt les fameux PNA, les plans nationaux d'espèces pour les espèces menacées, je pense qu'on aura de vrais résultats et qu'on gagnera aussi dans le narratif, puisqu'on est là bien pour développer un narratif qui fait que le renouvelable reste au cœur. Premier point. Je ne prendrai qu'un deuxième exemple, mais à un moment, il faut être concret. Il y a une aberration totale en termes énergétiques aujourd'hui. S'ils sont dans la salle, non, eux aussi, je vais les perdre. Mais enfin, les biocarburants, c'est à peu près n'importe quoi. Très bien. Eh bien, récupérer les terrains. La betterave. On a besoin d'un peu de sucre, mais il faut arrêter de rouler l'éthanol. C'est une aberration. En termes énergétiques, on met des pesticides partout, et c'est des terrains qui produisent rien en termes de biodiversité. Faisons un truc là-dessus avec un mix photovoltaïque et biodive. C'est mieux. C'est nettement mieux. Est-ce que les betteraviers sont dans la salle ? Mais à un moment, il faut quand même porter le fer sur un certain nombre d'aberrations. Et là, effectivement, on reprend de la dynamique de conquête, restauration, production renouvelable. Ça n'empêchera pas que derrière, on va avoir des débats sur la régulation, le stockage, sur lequel il va falloir revenir. Mais j'essaye à la fois de vous dire, sortez d'une logique défensive qui patouille autour de l'ERC, rentrer dans une logique de discours, d'un narratif de conquête. Du coup, mettez des sous, ça, c'est à peu près incontournable, et portons le fer sur effectivement sur des reconquêtes de territoires où aujourd'hui on fait des choses extrêmement néfastes pour la biodiversité, et si on invente des choses peut-être un peu nouvelles, et du coup avec des coûts supplémentaires, hein, notamment autour du photovoltaïque, on peut montrer quelque chose d'assez nouveau. On est dans ce moment-là, hein, vraiment, je n'ai pas besoin de le redire 12 fois, donc je réinterviendrai peut-être pas, sauf si vous réagissez, mais on est dans le moment où il faut changer la forme du narratif, c'est vraiment essentiel, parce que sinon, je crains que le lendemain ne soit pas des lendemains qui chantent.
Il nous reste une petite minute ensemble. J'ai envie de vous donner la main, Nicolas Hott. On ne vous a pas beaucoup entendu. Juste rapidement, effectivement, je pense que financer la restauration, parce que quand on dit financer la compensation, c'est quelque part, on a fait quelque chose de mal et on doit compenser. Financer la préservation et la restauration, même si c'est au-delà, ça oui. Et si ça peut effectivement nous permettre de gagner la bataille face à ceux qui veulent revenir au monde d'avant, oui. Et d'ailleurs, c'était un autre point avec les lunettes d'énergéticiens qu'on a et de fournisseurs. Si ça nous coûte au côté producteur 2, 3, 4, 5 euros par mégawattheure, à la fin, la facture d'un consommateur, le coût d'approvisionnement, parce qu'on parle souvent de coût de production, ce qui compte, c'est le coût d'approvisionnement du consommateur final. On est entre 100, 150 pour les plus gros industriels à 200, 250 pour les particuliers euros par mégawattheure. Donc si pour la biodiversité, il faut expliquer aux consommateurs qu'on leur demande 2% ou 1% de plus de facturation, je pense que c'est quelque chose qui est totalement entendable. En tout cas, on n'est pas sur une mesure qui conduirait à une inflation comme on l'a connu au moment de la crise énergétique, ayant conduit au bouclier, à l'amortisseur pour les professionnels. Donc, en tout cas, côté Elmi, on essaye de travailler dans ce sens-là, et s'il fallait soutenir une telle mesure, je pense, pour sauver justement la bataille des énergies renouvelables, je pense qu'on voterait pour. Eh bien, merci, c'est sûr. Ah, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je vais vous donner 30 secondes. 30 secondes, pas plus. Merci, effectivement, parce que j'aimerais alors très vite revenir sur des points qu'on n'a pas abordés, mais qui me paraissent essentiels, et notamment en présence du président du CNPN. C'est que, évidemment, la filière, elle doit démontrer sa transparence. Elle doit ouvrir ses portes. Elle doit montrer ce qui se passe bien, elle doit montrer ce qui se passe mal. Par le passé, on a peut-être failli là-dessus, et je pense qu'on est rentré dans une dynamique d'ouverture, de transparence. Bon. Les études aussi on doit retrouver la confiance dans les bureaux d'études. La science, ce n'est pas que l'apanage des scientifiques. Un écologue, c'est un scientifique. Aujourd'hui, on est rentré dans une spirale infernale où on rejette et on met à la poubelle les suivis environnementaux qui sont réalisés sur les parcs éoliens, sur les parcs photovoltaïques. Et par contre, on accorde un blanc-seing à des études scientifiques. Je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, je dis qu'on doit retrouver collectivement une objectivation des débats, on l'a dit tout à l'heure, sur les études qui sont faites. Et donc, je pense aussi que, et on le voit dans les avis du CNPN, on y va, donc on le voit aussi, on le voit chez certaines associations, il n'y a plus cette confiance. Donc il y a un enjeu pour moi absolu à retrouver la confiance, et je pense qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs outils qui sont déployés. C'est biodivoltaïque, on va en parler juste après, donc je rentre pas dans le détail, c'est une initiative de la filière, où justement là, j'espère que ça va nous permettre déjà de se mettre d'accord sur les protocoles, et ensuite de pouvoir discuter sur la base de faits et se mettre en accord ensemble. Je pense que c'est indispensable, quand on parle d'écologie, de science, de technique, qu'on se retrouve sur la méthodologie. Et le deuxième point, et sans insister, après j'arrête, c'est évidemment biodivoltaïque. L'Observatoire des ENR et de la biodiversité, pardon. Donc ça, c'est une organisation qui est nouvelle, qui est excellente. 2 points simplement là-dessus. Je pense qu'on va quand même devoir, et c'est en cours, bien définir les formats et les moments d'échange. Il ne faut pas que ça soit juste une plateforme où on met un certain nombre d'études, d'une part, et d'autre part, il me semble aussi important que le risque à ce que ça soit qu'une plateforme au sens des études, c'est que les conclusions de ces études ne soient pas discutées ensemble. Parce que sinon, on restera dans le même schéma de la divergence d'opinion. Or, il faut qu'on sorte de la divergence d'opinion. Il faut qu'on trouve de la fiabilité et de l'expertise scientifique, les faits, rien que les faits. Bien, merci. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir. Sur la transparence, effectivement, nous, on est tout à fait preneurs. Je cite un simple exemple. Il n'y a qu'un parc offshore qui existe en activité, enfin, deuxième maintenant, celui de Saint-Nazaire. Il n'est pas équipé de dispositifs que nous avons proposés en 2021 pour chiffrer réellement la mortalité. Ça ne représente pas grand-chose par rapport à un coût, un parc, et vous pourriez effectivement
Mettez bien le micro sous très bien le mettre. Ça nous manque et ça permettrait effectivement d'avoir la transparence sur les mortalités et donc sur les chiffres. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je me félicite effectivement que dans le nouveau, la détermination des nouvelles zones de l'offshore par le ministère, on a reculé effectivement des parcs grâce effectivement aussi aux flottants. C'est ce qu'on nous demandait effectivement au CNPN depuis longtemps, mais aussi la Commission supérieure des paysages du ministère. Et je rappelle qu'en Europe, la moyenne d'éloignement des parcs offshore est de 40 km. Nous, on s'est fixé, tous les premiers, c'était à 12 km, 12-20 km. D'où les problèmes que ça a posés, y compris par rapport au paysage, mais aussi à la biodiversité. Et troisième point au niveau de la transparence, c'est que le choix de venir confronter effectivement ou examiner les dossiers au CNPN ou au CSRPN relève des porteurs de projets et de l'administration. Mais un seul chiffre, pour le photovoltaïque, 90% des dossiers ne passent pas devant ces instances parce que les porteurs de projets, qui sont quand même un peu jugés partis, ou qui peuvent... D'ailleurs, le ministère a dit que parfois il y avait des pressions sur les bureaux d'études, dont le rôle est essentiel, effectivement, minimiser un peu l'impact sur certaines espèces, et donc ça évite de passer devant ces instances. Je sais qu'on a mauvaise réputation, donc je comprends que c'est humain de vouloir échapper effectivement à ces instances, mais ça ne participe pas effectivement au degré de confiance qu'il doit y avoir entre nous. Et je pense que, et merci au président Nyssen d'avoir invité le CNPN effectivement à ce forum. Je pense qu'on va continuer à discuter avec vous en toute transparence et en disant clairement les choses. Et justement, je vous propose, Jules Nyssen, peut-être de prendre la parole pour conclure cette deuxième table ronde. Merci. Non, je ne veux pas la conclure. Je voulais réagir au propos de Ronan Dantec, mais je voulais aussi, à l'instant, du coup, réagir à ce que vient de dire Loïc Marion. D'abord, merci d'être là. Et si on est là, si vous êtes là, c'est parce qu'on vous a invité, vous avez accepté de venir. Voulez-vous prendre ça prouve que nous, on est aussi adeptes du débat et de la transparence. Et la transparence, c'est pas la méfiance. Donc attention quand on parle de faire pression sur des bureaux d'études, de contourner la réglementation, parce que ça, c'est des mots qui ont un sens. Donc, je l'ai évoqué dans mon introduction tout à l'heure. Donc on se comprend, on essaie de mieux se comprendre, mais faisons attention de ne pas jeter des choses comme ça en l'air, parce qu'il y a des mauvais élèves partout, dans toutes les structures. Mais faisons attention à ça, c'est le point de départ de la conscience. Maintenant, je voulais réagir à Ronan Dantec. Vous voulez vos sous ? On serait ravis de vous les donner. On serait ravis de vous les donner parce que d'abord, c'est l'intérêt de la filière qu'on améliore la connaissance des enjeux et des articulations positives entre biodiversité et ENR. Pour ça, on attend le décret. Parce que toutes ces énergies, elles se développent dans le cadre de procédures de marché public, de mise en concurrence. On a besoin de règles claires qui sont équitables et qui sont les mêmes pour tout le monde. Et après, je rejoins le fait que ça se retrouve in fine dans le coût d'accès à l'électricité, puisque c'est ça dont on parle principalement, mais que ça reste assez marginal. On a tous intérêt à le faire. Alors, je ne sais pas pourquoi ces décrets ne paraissent pas, mais vous le savez quand même. Oui, je le sais. Vous le savez. Je le sais un peu. Qu'on le sait pas. Je le sais un peu, et ça me permet de rebondir sur la dernière chose que vous avez dite et que je partage entièrement. Et merci de l'avoir dit ici. Oui, il y a danger. Il y a danger dans notre pays plus que dans les pays voisins qui ont un mix électrique qui est encore très carboné, qu'il faut décarboner. Nous, le nôtre, il est déjà décarboné. Et on oublie que le sujet, c'est de faire beaucoup plus d'électricité. Et donc, au lieu de réfléchir à comment augmenter la gamelle, si j'ose dire, on essaie plutôt d'enlever ceux qui peuvent manger à l'intérieur. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire ce genre de forum. Parce que toutes les bonnes causes, la biodiversité, la santé publique, les paysages, si on reste dans nos couloirs de nage, on finit par se faire instrumentaliser pour des objectifs qui sont le contraire de ce que tous ensemble, on cherche à défendre. Voilà. Mais merci en tout cas d'avoir fait cette intervention et merci d'être un acteur régulier et dynamique des événements du CERF. Merci beaucoup à tout le monde, à toutes et à tous. Merci à vous. On peut vous applaudir. Je vous en prie.